Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle session de l'information. Il sera question dans ce 13h de la réouverture du lycée Philippe Zenda Kaboré prévu pour la rentrée 2023-2024. Le rapport de la commission de réflexion sur cet établissement a été remis au ministre en charge de l'Éducation nationale ce 11 juillet 2022. Première session extraordinaire de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou tenue ce 12 juillet 2022. Leur objectif, valider le règlement intérieur pour le bon fonctionnement de la dite délégation conformément au Code général des collectivités territoriales et le décret portant mise en place des délégations spéciales. Hors de chez nous, les autorités ivoiriennes exigent la libération de leurs soldats arrêtés par les autorités maliennes dimanche dernier. Suspectés par le gouvernement malien comme étant des mercenaires, ces derniers seront mis à la disposition de la justice malienne selon un communiqué du gouvernement. Voilà entre autres les titres qui vous seront développés dans ce journal. Et puis, je vous le disais, il y a quelques moments, le lycée Philippe Zenda Kaboré réouvrira ses portes très bientôt. Deux options se présentent au chef du département de l'éducation nationale. La première, c'est l'ouverture minima dès la rentrée prochaine. Et la seconde, l'ouverture à la rentrée 2023-2024 avec une réflexion complète de l'établissement estimé à plus de 15 milliards de francs CFA dans un délai de 15 mois. En plus d'elle, le lycée Bisiga sera également rouvert à la rentrée prochaine. Voilà qui ressort du rapport de la commission de réflexion sur le lycée Philippe Zenda Kaboré et de Bisiga remis au ministère en charge de l'éducation nationale. C'est un compte rendu de Alexis Wenkouni, Belemnaba. Le lycée Philippe Zenda Kaboré sera réouvert à la rentrée scolaire 2023-2024. Avec une réflexion complète de l'établissement d'un coût de réalisation de plus de 15 milliards 600 millions de francs CFA pour un délai d'exécution de 15 mois. C'est l'une des options proposées qui ressort du rapport de la commission de réflexion sur le lycée Zenda et de Bisiga. Le dit rapport est remis au ministre en charge de l'éducation nationale. L'option donc, de réouverture pour la rentrée 2022-2023 est difficile à tenir dans la mesure où la proposition qui consiste à ouvrir à minima en réfectionnant un bâtiment pédagogique et un bâtiment administratif à un délai qui couvre 9 mois et demi pour une rentrée qui reste 2 mois pour la rentrée scolaire. Donc même si nous voulons rouvrir, il sera vraiment difficile pour nous de tenir cette option-là. Voilà pourquoi l'option 2023-2024 est réellement tenable, en tenant compte bien évidemment de toutes les circonstances. En ce qui concerne le lycée de Bisiga, la seule option de la réouverture pour la rentrée scolaire 2022-2023 sous forme de lycée ordinaire est maintenue. Le chef du département en charge de l'éducation nationale a salué tous les acteurs pour le travail abattu. Il promet de mettre en œuvre ce projet pour le rayonnement du système éducatif burkinabé. J'ai eu la chance de parcourir le pays et de fouler le sol de certains établissements qui m'ont fait penser à une époque où l'enseignement, la morale et l'éducation portaient des lettres de noblesse. Ainsi donc, ces établissements et ces endroits doivent tous les jours nous faire garder à l'esprit que nous venons de quelque part et nous cheminons vers un lieu certain. Je tiens à féliciter l'ensemble des acteurs du système éducatif pour leur sens élevé du dialogue, de la concertation, mais aussi de l'engagement, car ici se joue un devoir commun, offrir à nos enfants un espace éducatif de qualité où la vie humaine n'est pas menacée.
Ce rapport met l'état piteux de bon nombre d'établissements, mais aussi l'état d'autres cadres éducatifs qui ont offert au Burkina Faso une ressource humaine de qualité depuis les indépendances, selon Lionel Bilgo. Il prend en compte également la question du renforcement du corps éducatif et les élèves affectés dans les différents établissements suite à la fermeture du lycée. L'érection de cet établissement en lycée d'excellence est aussi abordée. Installée le 23 juin dernier, la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou a tenu sa première session ce 12 juillet à la mairie centrale. Une session extraordinaire avec pour but de valider le règlement intérieur pour le bon fonctionnement de la dite délégation et ce, conformément au Code général des collectivités territoriales et le décret portant mise en place des délégations spéciales. À noter également que cette session a été présidée par le premier responsable de la délégation et c'est un reportage de Sarah Kaboré et de Wanlassida Kaboré. Ils ont pour mission de poursuivre les actions de développement au profit des populations de la région du centre. Eux, ce sont les membres de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. Réunis en session extraordinaire, ils passent au pain fin les règles de conduite et de discipline inscrites dans le règlement intérieur pour le bon fonctionnement de cette structure intérimaire chargée de la gestion de la municipalité. Article par article, chapitre par chapitre, ces membres de la délégation spéciale ont fait chacun des observations en vue d'améliorer le document soumis à leur appréciation. Pour cette session, c'est d'abord une prise de contact, mais également d'adopter deux textes principaux qui sont relatifs au règlement intérieur, mais également au fonctionnement de la délégation spéciale. Tout est déjà encadré par le Code général des collectivités territoriales et le décret portant mise en place des délégations spéciales. Et c'est sur la base de ces documents-là que nous avons élaboré le règlement intérieur. Après observation et critique, le document qui organise désormais le fonctionnement de la délégation est acté et validé. Déjà, quelques membres présents à cette session apprécient le contenu du document et félicitent le travail de ceux qui l'ont élaboré. Je pense que c'est un élément essentiel pour aborder un travail aussi important que le travail de la délégation spéciale. Il est important qu'on ait un très bon encadrement et je pense que les experts en la matière, les juristes et tous ceux qui sont avisés ont fait un bon travail que nous avons su apprécier ce matin. Apprécier les questions qui cadrent un peu la discipline dans le travail. Parce que pour qu'un travail réussisse, je pense que la discipline est suffisamment importante. Après cette étape, ces membres de la délégation spéciale entendent échanger avec leurs prédécesseurs afin de poursuivre les chantiers déjà entamés, a ajouté Oumarou Sawadgo. L'unité d'action syndicale a revendiqué pour une augmentation du SMIC le salaire minimum interprofessionnel garanti à 60 000 francs CFA. Face au Conseil national du patronat ce lundi, le gouvernement burkinabé a jugé que le SMIC devrait être réévalué et adapté aux conditions de vie des travailleurs et de l'inflation. Pour la Confédération générale des travailleurs du Burkina Faso, les premières conclusions de cet échange ne leur sont pas du tout favorables pour le moment. Et à ce sujet, on les écoute au micro de Alexis Wenkouni, Belem Naba. L'unité d'action syndicale a revendiqué une augmentation du SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti à 60 000 francs, inscrit dans son cahier de doléances 2021. Face au Conseil national du patronat ce lundi 11 juillet, le gouvernement burkinabé a jugé que le SMIC devrait être réévalué et adapté aux conditions de vie des travailleurs et de l'inflation. Cela fait suite également à une convention internationale que le pays a ratifiée et le décret d'application signé en 2010. Des échanges que la Confédération générale des travailleurs du Burkina Faso dit suivre avec attention. Les premières conclusions issues des échanges ne sont pas du goût de la CGTB. Nous avons suivi, on a pris des exemples dans la sous-région pour montrer qu'il devient difficile aujourd'hui, lié à la crise, là, de revaloriser de façon conséquente le SMIC comme nous on l'aurait souhaité. Ils ont donné des exemples du Mali, de la Mauritanie et du Niger. Alors, pour ce qui est du Mali, nos recherches montrent que le chiffre donné n'est même pas exact. Le Mali est actuellement à 40 000. Mais si on devrait donner des contre-exemples, en Côte d'Ivoire, nous sommes à 60 000, au Bénin, nous sommes à 52 000. Le Togo vient de discuter de la revalorisation et ils sont à 35 000 actuellement.
La Confédération générale des travailleurs reproche aussi à la commission du SMIG de n'avoir pas défini le panier du SMIG, des éléments à partir desquels on pourrait évaluer le salaire minimal. La santé, c'est combien? L'éducation, c'est combien? Le logement, c'est combien? La nourriture, c'est combien? Les vêtements, c'est combien? Le déplacement, c'est combien? Les 60 000, ça va être le minimum vraiment qu'il faut aujourd'hui au Burkina Faso à quelqu'un, en tout cas qui vit dans les villes comme Ouagadougou, Bobo, Koudougou. Il n'y a pas des éléments à partir desquels on évalue le coût de la vie pour dire maintenant le coût moyen de la vie doit être à tel niveau, à tel montant. Et c'est ce que nous recommandons depuis longtemps au niveau de la CGTB. Que l'on définit d'abord le panier du SMIC. Si on arrive à loger des montants précis là-bas et qu'on les réévalue en fonction du coût réel de la vie, on va voir que le SMIC actuel, c'est vraiment dérisoire. Le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina Faso appelle à la bonne foi des acteurs du dialogue social pour que la question du SMIC puisse être examinée favorablement. Condamné à la prison à perpétuité dans le cadre du procès Thomas Sankara, Blaise Compaoré a séjourné à Ouagadougou du 7 au 9 juillet dernier. Selon un communiqué du Conseil supérieur de la magistrature, l'exécution du mandat d'arrêt relevait de la justice militaire. Et c'est une situation de non-respect d'une décision de justice qui s'explique, selon l'avocat au barreau du Burkina, maître Apolline Kelem, par l'existence de deux justices au Burkina, dont l'une est indépendante. Les explications avec Serge Kaboré. À travers ce communiqué du Conseil supérieur de la magistrature CSM en date du 8 juillet dernier, le président du dit conseil informait l'opinion publique que la poursuite de l'exécution du mandat d'arrêt émis contre Blaise Compaoré relève légalement des attributions de la justice militaire. Et pourtant, Blaise Compaoré a séjourné 72 heures sur le territoire burkinabé et a même été reçu à Kossiam sans être inquiété. C'est une situation qui, selon l'avocat maître Apollinaire Kielem, s'explique par l'existence de deux justices au Burkina, dont seulement l'une est indépendante. Vous avez la justice ordinaire et vous avez la justice militaire. On ne peut pas dire que la justice militaire ait le même caractère d'indépendance que la justice ordinaire. La responsabilité revenait à la justice militaire. Or, comme vous savez, la justice militaire, n'est-ce pas, est sous la tutelle plus ou moins du ministre de la Défense. Et le ministre de la Défense est un militaire, c'est un général, et qui est au gouvernement. Et donc, or, vous savez que c'est le gouvernement qui a fait venir le président Blaise Compaoré. Donc, le ministre de la Défense ne peut pas donner une instruction à la justice militaire d'aller contre une décision prise par le gouvernement de faire venir le président Blaise Compaoré. Donc, dans ce cas, vous voyez que la mise à exécution du mandat d'arrêt contre le président Blaise Compaoré ne pouvait pas aboutir dans un tel contexte. Avec cette décision de justice non exécutée par la justice militaire, en laissant repartir Blaise Compaoré, la problématique du bien fondé de la justice militaire se pose une fois de plus. Le débat a été mené, on voulait même la suppression de la justice militaire, mais les militaires n'en ont pas voulu parce qu'ils se sont dit, si on supprime la justice militaire et on ne conserve que la justice ordinaire, que deviendront nos magistrats militaires ? Oui, donc c'était beaucoup plus une question de recasernement de leur personnel. L'opinion générale était pour la suppression de la justice militaire, pour ne conserver qu'une seule justice, comme c'était le cas avant, parce qu'il faut rappeler que c'est Blaise Compaoré lui-même qui a créé la justice militaire, et c'était en 1994. Et donc, avec le régime de la transition, la justice militaire a connu une amélioration du point de vue de la protection des droits de la défense. Donc Blaise Compaoré a été condamné par une justice qu'il a lui-même créée. Pour l'avocat au barreau du Burkina, la conséquence qui découle du non-respect de cette décision de justice est la naissance d'un conflit entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Il se trouve que c'est une décision de justice qui a été foulée aux pieds. Et ça ne se fait pas dans un état de droit. Donc c'est pour ça que j'ai eu à dire que, en faisant venir le président Blaise Compaoré, qui a été condamné par la justice, dans la tête du président Damiba, il se situe dans une situation d'état de police et non d'état de droit. Parce que dans un état de droit, tout le monde est soumis à la loi, les gouvernants comme les gouvernés. Mais dans un état de police, seuls les gouvernés sont soumis à la loi. Les gouvernants s'estiment au-dessus de la loi. Les gouvernants s'estiment ne pas être obligés de respecter la loi. Et donc, c'est ce que le gouvernement a fait dans ce cas-là.
On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec une décision de justice. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec le fonctionnement de la justice. Mais quand une décision de justice est prise, il faut la respecter. Maître Kielem a toutefois regretté les théories émises par certaines personnes et selon lesquelles la nation primerait sur la justice. Faux, estime l'avocat, qui qualifie d'ailleurs ces théories de malhonnêteté intellectuelle. Il appelle par ailleurs les autorités de transition à toujours respecter les décisions de justice. Signature de convention entre Tam Tam Group Presse de TGP et le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Les deux directeurs généraux, Dramane Tou du CIAO et Yimale Frédéric Sommet de Tam Tam Group Presse de TGP, ont procédé à la signature de cette convention ce lundi dans les locaux de Tam Tam Group Presse de TGP. Un accord venant augmenter la visibilité des diverses activités de cet événement d'envergure internationale. Retour donc sur la cérémonie de signature de cette convention en présence de notre reporter Mamidriana Kamabo. C'est au regard de la qualité de ses programmes et son contenu qu'il propose à ses auditeurs et téléspectateurs qui ont motivé le premier responsable du CIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, à signer cette convention. Un accord de couverture médiatique qui permettra aux auditeurs et téléspectateurs de Watt FM et True TV de vibrer au rythme de la 16e édition du CIAO sur l'ensemble du territoire national. Un partenariat gagnant-gagnant entre Tam Tam Group Presse et CIAO. Il fallait trouver un média bien connu, aussi bien au niveau national, mais aussi à l'international par les biais du satellite. Et nous sommes venus faire des échanges avec le directoire, en particulier le directeur général M. Sommet, qui a accepté, n'est-ce pas, pour que les médias puissent nous accompagner. Nous sommes très contents du partenariat que nous venons de sceller. De TGP prévoit la couverture médiatique de différentes activités qui seront menées à l'occasion de la 16e édition du CIAO. Les festivaliers auront également l'occasion de découvrir les offres de services proposées par la télé interactive et la radio 100% urbaine. Les rencontres que nous allons faire avec les artisans, les rencontres que nous allons faire avec certains partenaires et puis diffuser nos spots de communication pour faire connaître, n'est-ce pas, le contenu de la 16e édition du CIAO. Et enfin, ils vont aussi nous accompagner sur les sites en étant présents pour que tous ceux qui vont arriver pendant le salon, surtout nos partenaires clés et puis les hautes autorités du pays, qu'ils puissent faire connaître ça à l'ensemble des Burkinabés et de ceux qui visionnent la télé. Le directeur général de TGP, Yimale Frédéric Sommet, a pour sa part rassuré que sa structure jouera pleinement son rôle pour honorer son engagement. Et pour nous, c'est vraiment une fierté de pouvoir être dans cette shortlist des partenaires médias du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Donc on dit vraiment merci et ils n'ont pas eu tort de venir taper à notre porte. Nous allons leur demander notre savoir-faire en la matière. Et donc, je pense qu'on aura très prochainement les échos de cette 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Cette 16e édition, faut-il le rappeler, a pour thème artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations. Elle se tiendra du 28 octobre au 6 novembre prochain. Lancement officiel de la 7e édition de la Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-bac a débuté le 11 juillet dernier à Ouagadougou. Prévu pour se tenir jusqu'au 16 juillet prochain, c'est une occasion pour les nouveaux bacheliers d'échanger avec les universités publiques et privées du Burkina Faso, d'Afrique et hors d'Afrique pour mieux faire leur choix. Retour sur la cérémonie officielle d'ouverture de cette édition dans ce reportage de Mamidriana Kamabo. La question de l'orientation préoccupe souvent les nouveaux bacheliers. C'est pour apporter des réponses à cette préoccupation que la structure en charge de l'orientation des nouveaux bacheliers organise chaque année à l'orée de leur entrée la Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-bac. Pour cette 7e édition, l'accent a été mis sur la digitalisation afin de permettre aux bacheliers admis de pouvoir se familiariser avec les composants mis en place.
Vous voyez que là, c'est un espace qui réunit beaucoup d'acteurs, non seulement des structures d'enseignement supérieur au niveau national, tant privé que public, et puis au niveau de l'extérieur. Donc au niveau d'ici, vous verrez toute la diversité de formations qu'on peut avoir au Burkina Faso au niveau régional et international. Il y a les conseillers d'orientation aussi qui sont là pour vraiment aider les étudiants en amont, pour qu'ils aient, comme M. le ministre l'a dit, une bonne orientation pour ne pas avoir une orientation subie. À cette même édition, des communications sur Campus Faso et les services sociaux offerts aux étudiants sont organisés. Des entretiens avec des conseillers d'orientation scolaire et professionnelle sont aussi au programme. Il faut qu'ils assistent aux différentes thématiques qui sont présentées ici afin de mieux connaître les institutions d'enseignement supérieur parce que l'orientation pour nous est la première étape des études. S'ils sont mieux orientés, ils pourront à ce moment embrasser les meilleures études qu'il faut. Je compte sur eux vraiment pour bien suivre cela et ils ont toute la panoplie des collègues qui sont ici à leur disposition pour les aider à mieux s'orienter, à mieux être informés et de faire le meilleur choix pour le bien du Burkina Faso. Pendant ces 6 jours, plusieurs instituts et grandes écoles publiques et privées d'enseignement supérieur sont présents sur le site du CIAO où ils exposent leurs offres de formation. L'occasion est donnée aux élèves et aux parents d'élèves d'accéder aux informations dont ils ont besoin pour un choix éclairé. Présent à cette 7e édition, Tam Tam Group Presse mène des actions pour mieux faire découvrir son émission intitulée « Choisir mon école ». Choisir mon école est une trouvaille, une innovation de True TV et de Watt FM qui depuis 6 ans maintenant reçoit sur un plateau des écoles qui viennent exposer sur leurs offres les avantages qu'ils proposent mais aussi les formations qu'ils disponibilisent à l'ensemble, n'est-ce pas, des nouveaux bacheliers, mais pas que. Il y a aussi le secondaire, il y a aussi le primaire et même on va jusqu'à la maternelle aussi. On reçoit tout le monde et on en parle en toute fraternité. Cette édition se tient du 11 au 16 juillet prochain. Les nouveaux bacheliers et futurs occupants des universités sont donc invités à venir se renseigner sur les différentes opportunités qu'offrent les instituts d'enseignement supérieur, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Après 3 mois de formation dans 6 corps de métier de la production audiovisuelle, les 57 incubés dans le cadre du projet Forme Action ont reçu ce 12 juillet leur parchemin de fin de formation. Ils ont été essentiellement formés dans le domaine de la production, de la réalisation et du montage vidéo. La formation s'est tenue du 1er mars au 31 mai dernier et les impétrants ont rassuré sur leur capacité à produire des contenus télévisuels. Michael Tougri pour le reportage. Forme Action, c'est un projet développé par la structure Média 2000. Il a consisté à l'incubation de 57 jeunes dans le domaine de la production de contenu audiovisuel. Pendant 3 mois, les apprenants ont été formés dans 6 corps de métier que sont la production, la réalisation, le journaliste reporter d'images, le caméraman de production, le commercial et le monteur. Objectif de cette session de formation, produire des contenus télévisuels. Les incubés ont reçu leurs attestations sanctionnant ainsi la fin de leur formation. Aujourd'hui, on sort aguerri de cette formation et très outillé pour embrasser bien sûr le métier de journaliste reporter d'image. Il faut savoir que nous sommes chargés de produire bien sûr des contenus pour alimenter bien sûr la télévision citoyenne de Tinkodo. Naturellement aussi, on va s'élargir à d'autres télévisions qui vont nous ouvrir leurs portes. Donc pour dire que le futur s'annonce très bien, il faut seulement travailler et toujours travailler. Une formation qui a été un plus pour moi parce que à la base je suis économiste financier. Alors venir dans l'audiovisuel pour découvrir l'environnement était quand même nécessaire. C'est un milieu difficile à quantifier. Les banquiers en savent quelque chose. Moi qui connais un peu le milieu de la finance de façon générale, venir apprendre encore le cinéma m'a beaucoup réconforté. Nous étions en tronc commun, donc ça nous a permis de côtoyer les autres camarades des autres formations, les caméramans, les journalistes entre nous, les monteurs, etc. Donc nous avons fait 1 mois ensemble où on a travaillé sur des projets communs et ensuite nous sommes partis en spécialité. Donc nous avons rencontré beaucoup de professionnels du domaine du cinéma et de l'audiovisuel qui étaient nos formateurs.
L'AQV 2022, dans son agenda pédagogique, une phase de stage en entreprise. Cette immersion en milieu professionnel a permis de renforcer les aptitudes et réflexes des incubés. La vision du projet Forme Action, selon le coordonnateur Suleiman Ouedraogo, est de produire des contenus audiovisuels pour la chaîne de télévision citoyenne du Tinkodogo et bien d'autres chaînes de télévision. C'était un moment assez fort pour permettre aux jeunes de comprendre l'environnement à travers sa dynamique. Et les jeunes sont rentrés sur 2 mois au niveau des cours spécifiques pour chaque module. Et là, des techniciens avérés, c'est vraiment des professionnels du métier tous burkinabés rompus à la question de la production, de journalisme, reportage, reporter d'images, du marketing, de la prise de vue caméra en matière de production audiovisuelle, du montage. Ça a été 3 mois dans l'ensemble d'immersion assez intéressante et nous pensons avec beaucoup de satisfaction qu'ils pourront, à partir de cette étape, rejoindre la télévision citoyenne de Tinkodogo et commencer véritablement le travail de production des contenus. Le projet Forme Action bénéficie de l'appui financier du Fonds de développement culturel et touristique FDCT et de l'Union européenne à travers son programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. C'est bientôt la reprise du championnat national burkinabé et celui du match de campagne africaine. Et pour mieux se préparer, l'AS Douane, à l'instar de quelques clubs, ont repris les entraînements. Engagés en Coupe de la Confédération africaine, ces derniers se sont procurés les services de l'ex-sélectionneur des étalons, Kamou Malo. Avec son expérience, les Gabelous comptent pour cette saison relever les défis. Assami Touré, présent lors d'un entraînement, nous fait le point. Ce sont ces techniciens qui vont piloter le navire AS Douane pour cette saison. Engagé en campagne africaine, c'est Kamou Malo, ex-entraîneur des étalons, qui aura la lourde tâche de conduire cette équipe. Pour l'épauler, il a fait appel à Antoine Ilboudo, qui a été son adjoint à l'US Forces Armées et Zie Ouattara. Il dit avoir retrouvé le banc avec beaucoup d'émotion. D'abord avec beaucoup d'émotion, parce que vous savez que je suis un produit de ce championnat, ce face au foot, ça je le revendique, je le dis tout le temps. Alors après effectivement l'épisode de la Coupe d'Afrique où on a en tout cas tutoyé, j'allais dire le football de haut niveau, retomber dans un championnat national, c'est vrai, il faut oser le faire, sinon c'est pas facile de faire ce rétro-pédalage. Mais quand on aime la chose, je suis venu au football par passion. Alors je pense que vivre ma passion avec une équipe du championnat burkinabé n'est pas une chose ridicule. Avec l'expérience acquise en campagne africaine avec le RCK, Kamou Malo est un averti. Et pour y arriver, il renforce son effectif avec de nouvelles têtes comme Ousmane Silla de provenance de l'Algérie, Sam Ilboudo, Ridouane Maïga, Herman Nikiema et Claver Tchenderbego. Quoi de plus normal que d'apporter en tout cas certains joueurs d'expérience qui ont déjà du vécu dans cette compétition. Quand vous prenez un garçon comme Herman Nikiema, effectivement il a du vécu dans ce domaine. Alors, mais ce n'est pas la seule personne. Des jeunes qui sont venus et qui vont retrouver un noyau qui était déjà là, et un très bon noyau qui a gagné quelque chose. Donc je pense que chacun de nous va s'inscrire dans cette dynamique. Nous ne venons pas pour recommencer le travail. Nous venons en tout cas pour prendre la suite du travail magnifique que Yaya Kone a pu faire dans cette équipe durant ces 3 saisons. Alors donc nous sommes conscients de la tâche qui nous attend. L'objectif pour cette mission est clair, remporter le titre cette saison et atteindre les phases de groupe de la Coupe de la Confédération africaine de football. Vous savez que quand vous arrivez dans une équipe comme l'AS Douane déjà, sa première année de vie dans la première division avait réclamé déjà le titre. Donc c'est une équipe qui chaque année en tout cas va à la recherche de ce titre. Alors bon, quoi de plus normal, c'est légitime. Nous venons d'arriver, c'est une équipe, vous avez compris que l'année dernière, elle a loupé de près en tout cas ce titre. Jusqu'à la dernière journée, elle pouvait encore être championne. Elle a été vainqueur de la Coupe du Faso. Donc naturellement, ça nous met la barre à un certain niveau. Et nous allons nous employer en tout cas à faire mieux. Une philosophie et un état d'esprit adoptés par ces joueurs motivés à bloc. L'AS Douane, chaque saison, notre objectif c'est d'être
champion. Là, on n'a pas à en cacher. On joue pour être le champion de Burkina Faso. Voilà. Même l'année passée, on en a essayé, une année surpassée. Mais cette année, on ne la cache pas. On dit haut et fort, on va être champion. Pour débuter les séances de préparation, c'est quelques exercices de conditions et de techniques pratiques qui ont été mis en place afin de réveiller les muscles endormis pendant ces vacances. Vous le savez déjà, les 49 soldats ivoiriens interpellés dimanche dernier à Bamako sont suspectés d'être des mercenaires par les autorités maliennes. Et ces derniers comptent bien les mettre à la disposition de la justice malienne. Du côté des autorités ivoiriennes, les autorités de Bamako ont été informées de la présence de ces militaires ivoiriens. Et pour les autorités ivoiriennes, par conséquent, la libération sans délai de leurs militaires est imposée. Plus de précisions avec notre correspondant au Mali, Bouraïman Soulo. 72 heures après l'interpellation des 49 militaires ivoiriens à l'aéroport international de Bamako, les autorités des deux pays donnent leur version. Pour Bamako, les 49 militaires sont des mercenaires et seront jugés comme tels. Abidjan refute et demande la libération sans délai de leurs soldats. Mais pour ces responsables politiques, c'est le manque de communication qui est à la base de cette brouille. Il y a eu quand même des manques de communication. Le véritable drame au Mali, en Afrique, c'est ça, au niveau de nos structures. Que ce soit à Abidjan, que ce soit à partir de Bamako, partout en Afrique, nous avons des problèmes de communication entre les autorités. Et même à l'intérieur, ce qui fait que nous avons des problèmes. Aujourd'hui, nous avons informé, nous n'avons pas informé. On veut nous déstabiliser, on ne veut pas nous déstabiliser. Je pense qu'il faut calmer le jeu. Quelles peuvent être les conséquences de cette situation entre le Mali et la Côte d'Ivoire? À cette question, Kourechi Sissé, spécialiste des questions juridiques, donne son avis. Bon, je ne crois pas qu'il puisse avoir de conséquences dans cette affaire-là, puisque vous savez, nous sommes tous les deux en République. Il s'agit de la République de la Côte d'Ivoire et aussi de la République malienne. Et il se trouve que des militaires de la Côte d'Ivoire se sont retrouvés sur le sol, le territoire malien, sans autorisation et sans déclaration. Donc le gouvernement malien a suspecté un complot, c'est-à-dire un truc de mercenariat. Donc moi je pense qu'on rentre dans le cadre de la logique juridique, c'est-à-dire c'est le droit de territorialité qui prime. C'est-à-dire ils passeront devant la justice malienne et indépendamment, la justice elle va trancher selon les preuves qui seront versées dans le dossier. Selon des sources concordantes, les présidents Assimi Goïta du Mali et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire se sont parlé au téléphone sur cette affaire sans plus d'informations. Sachez, mesdames, messieurs, que dans la vie, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. C'est sur cette belle citation de Nelson Mandela que je vous dis au revoir, tout en vous remerciant de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.